bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier. Donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et pour ce nouvel épisode de la saison 3, un épisode hybride entre un segment de l'instant économie pour commencer et un segment au son de la cloche. Les deux sujets ont été proposés respectivement l'un par Gab, l'un par moi. Non pas sans débat, on va vous le dire là, en off. C'est plus rare, d'habitude on s'entend relativement bien avec les sujets et puis c'est souvent des inspirations de la semaine. Cette semaine, j'avoue qu'il y a eu plusieurs discussions. On avait un top 3 de sujets qui a fait couler beaucoup d'eau sous les ponts là, pour qu'on puisse arriver finalement à ces deux segments-là. Encore une fois, on espère que vous appréciez. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur les sujets et on va se faire un plaisir, bien évidemment, de prendre le sujet qu'on fera pas aujourd'hui, qu'on ne va pas vous faire un spoiler, là, mais dans les prochains épisodes, on pourra le faire effectivement, puisque Gab avait des bons points sur le fait qu'il y a des dénouements judiciaires pertinents sur ce scandale-là, si je veux faire une petite prémisse intéressante. Donc peut-être dans les sujets de la semaine prochaine, mais pour l'instant, je vais passer la balle vers Gab pour qu'il fasse le petit disclaimer de début d'épisode. On parle en grande partie en deuxième segment là, d'une compagnie quand même d'envergure et quand même listée également. Donc important de faire le petit disclaimer au tout début. Ouais, même si la probabilité que vous l'achetiez est assez faible, hein, mais évidemment tout ce qu'on parle dans le podcast, l'état financier, il s'agit de notre opinion personnelle, hein, toujours que vous êtes bien au courant. Il ne s'agit pas d'une recommandation officielle de placement. Consultez un expert si vous avez des questions, plus en lien avec votre situation. Voilà. Super. Donc commençons ça en force avec le premier segment, l'instant économie. Parfait. Donc, premier segment, encore une fois, on retourne un peu dans une thématique qu'on avait là, dans le passé. On vous parlait un petit peu là, de sujets qui étaient liés au monde là, de l'ingénierie, entre autres. Là, un lien entre la finance, l'ingénierie, l'économie, le géopole également. Là. Gab pourra faire un petit segment là-dessus également, là, avec plaisir. Mais on veut vous parler du... On se dit les bonnes affaires qu'ils disent en français, de manière française, quand même, comme étant le Gulf Railway, là, mais c'est le train du Golfe, en grande partie, ou le train des pays du Golfe. Qui est un projet, là, un méga projet d'infrastructure qui est en cours depuis le 2009 pour être exact là, au niveau des pays du Golfe. Je vous les nomme, là, c'est en fait les États membres du CCG, le Conseil de coopération du Golfe, qui ont mis en branle ce projet-là là, au tournant de la crise de 2008-2009. Donc pour vous les nommer, l'Arabie Saoudite, Oman, Koweït, Bahreïn, les Émirats Arabes Unis et le Qatar. Comme vous le savez, ce sont des pays qui ont une trame pétrolière quand même assez majeure, pour ne pas dire du sable et du pétrole, et bien évidemment des habitants, c'est l'essentiel du Golfe présentement encore à ce jour. Le but de ce projet-là était vraiment d'essayer de transformer en grande partie la manière dont les pays du Golfe étaient interreliés sur plusieurs sujets. On va faire un petit segment économique, bien évidemment, parce que c'est souvent au niveau des chiffres et c'est un peu notre centre d'expertise et d'intérêt. Mais Gab, effectivement, pourra faire un aspect là, peut-être plus géopole, entre guillemets, là, sur l'intérêt de faire une liaison physique qui est plus stable et durable et surtout permanente, d'une certaine manière, entre ces pays-là. Pour vous donner une idée, là, le budget initial, pour vous dire, là, quand je disais que c'est un méga projet, là, c'était entre 100 et 250 milliards de dollars. L'échéance initiale, si je ne me trompe pas, c'était comme 2020 au niveau de la fin de la construction. Par contre, on est maintenant rendu c'est prévu pour 2024. Mais c'est vraiment un gros projet. C'est un projet qui se développe sous deux phases, encore une fois, et je lisais beaucoup là-dessus, puis j'écoutais des vidéos en off, justement, pour préparer le sujet, puis c'est vraiment fascinant de voir qu'est-ce qu'ils ont eu à faire, parce qu'on s'entend, ce qu'ils veulent faire concrètement, c'est de lier les sites d'exploitation pétrolière avec les zones, les villes portières, par exemple, portuaires, pardon, les plus importantes de chacun des pays, pour justement stimuler l'activité économique. Ce qui est intéressant, c'est de faire un rail en plein milieu du désert où il fait 30 degrés Celsius la nuit et 56 degrés Celsius le jour, au travers des montagnes. Et on s'entend de faire un rail sur des dunes, c'est pas forcément ce qui est le plus stable. Donc les moyens qu'ils ont dû mettre en place dans le but de ne pas non plus mettre du béton partout, là, ce qui serait un petit peu ridicule à force de couler du béton en ligne droite dans le désert, là, de devoir trouver une manière de justement, et ça c'est le côté ingénierie que moi ça me fascine, mais je pense que Gab t'es un petit peu comme moi là. On n'a pas forcément on a un énorme intérêt, mais peut-être pas les connaissances pour déblatérer davantage sur le sujet. Mais c'est fascinant de voir, je voyais qu'il transitait le sable vers de l'argile ou quelque chose du genre avec des techniques de je sais pas trop quoi pour solidifier justement les bases
dans le but après ça de faire du bon vieux fer en ligne droite. Là, on s'entend, ça change pas. Là. Mais c'est vraiment fascinant qu'est-ce qu'ils ont fait, les tunnels qu'ils ont dû mettre en place, les montagnes qu'ils ont... Ça m'a fasciné de voir les requis en termes d'ingénierie pour du transport dans le désert. J'aurais jamais pensé que ça pouvait être aussi complexe. Donc c'est tout à leur honneur de mettre en place cette structure-là. Puis juste avant de te passer la parole, Gab également, là, juste pour vous donner une idée, là, et ça je vais le faire tout de suite parce que, encore une fois, c'est pas le but là, de parler de ce segment-là, mais concrètement, un des principaux avantages, c'est que le transport du pétrole en Arabie Saoudite et dans les pays du Golfe, par exemple, se faisait à base de camions au niveau du transport principal. Et le fait d'avoir un train, je crois que ça coupe à peu près 300 camions sur les routes au niveau des pays du Golfe, ce qui devrait couper de 70 à 80% les émissions de CO2. Donc juste un petit point environnemental pour nos habitués qui aiment le segment peut-être un peu plus moins financier du podcast. Il y a quand même un intérêt, bien évidemment, écologique qui est quand même assez notoire. Ça reste du pétrole qui transporte, on se le cachera pas. On ne change pas la matière qui est mise dans le train ou dans les camions, mais le fait de couper, qu'un train coupe 300 camions, ça vaut quand même son pesant d'or sur la validité écologique du projet. Ouais, après, c'est vrai que c'est un projet qui est assez complexe à comprendre. Quand tu m'as envoyé les notes, puis l'idée du sujet hier, je me suis quand même un peu renseigné sur ce projet qui, en fait, est assez vague et assez flou parce qu'il y a plusieurs étapes de ce que j'ai compris de construction. Et là, alors les chiffres varient beaucoup. Là, on parle d'une première phase à 25 milliards, mais tu sais que les coûts effectivement explosent. Je dois t'avouer, j'aurais dû inviter pour le coup un de mes bons amis qui fait exactement ce métier-là en fait, qui fait des lignes de train en fait. Le mec est ingénieur à construire, si tu veux, par exemple des lignes comme par exemple la LGV, là, donc pour la SNCF. Là, je pense que maintenant il est passé à la RATP, donc c'est un autre défi. Je pensais plus creuser des tunnels là, dans ce genre de cas. Euh, mais je dois t'avouer, c'est vrai que moi mes connaissances sont un peu, sont un peu limitées là, sur ce sujet-là. Euh, c'est vrai que l'étape effectivement de préparation du train est beaucoup plus complexe, tu veux, dans un milieu où tu veux, les sols n'est pas stable. Hein. Tu veux, souvent, quand on construit une ligne de train, essentiellement, en fait, ça consiste effectivement à avoir un sol qui est stable, préparer le sol, en fait, préparer effectivement l'espèce de pierrasse là qu'on met au-dessus, là, je crois qu'on appelle ça c'est pas du basalte, mais c'est du ballast, pardon, c'est du ballast. Et ensuite, évidemment, mettre effectivement le rail puis les planches de bois qui permettent de soutenir en fait le passage du train. Euh, c'est un sujet assez complexe. Après, c'est vrai que le Gulf Railway, en fait, c'est plus que du transport de pétrole. Hein. C'est vrai que, en fait, l'intérêt, je pense, pour le transport de pétrole est assez faible, étant donné que tu as déjà un réseau de pipeline aussi qui existe effectivement entre les, comment dire, souvent depuis les centres où on exploite et depuis les raffineries vers les ports. Donc tout est conçu, si tu veux, pour que, évidemment, aujourd'hui, la péninsule du Golfe elle soit le premier producteur mondial au niveau, évidemment, des énergies fossiles. Euh, Après, c'est une région, effectivement, qui est quand même pas mal sous tension. On le sait que et je te remercie d'avoir mentionné le point géopolitique. Je trouve qu'il aura toute une pertinence. Euh, c'est vrai que c'est une région qui est quand même pas mal sous tension depuis toujours, en fait. Je pense que depuis les années 70, puis aussi évidemment le fait que maintenant l'Iran soit rentré un peu dans la sphère des nations entre guillemets ennemies de l'Occident, ça met un peu de l'eau dans le vin. Mais tu vois, il y a eu un regain de tension il y a quelques années, même si ça s'est un peu affaissé depuis 2019. Tu as dû entendre parler probablement du conflit diplomatique entre l'Arabie Saoudite et le Qatar, qui sont, je pense, deux acteurs importants justement du Conseil de coopération du Golfe, donc que tu as mentionné. Le Qatar, c'est vrai, a une attitude qui est un peu plus ambiguë, étant donné que, bon, alors tous ces pays-là sont sunnites, hein, il faut le rappeler, juste pour remettre en contexte, effectivement, quand on est... il y a toujours cette question, évidemment, religieuse qui est toujours sur un enjeu dans le Moyen-Orient, là, mais tous les pays qu'on mentionne sont majoritairement sunnites. En revanche, le Qatar a une relation diplomatique assez proche en fait avec l'Iran. En fait, elle a comment dire, elle a même fait quelques problèmes, je dirais. L'Arabie Saoudite a essayé
tu m'excuseras du langage châtié, mais essayer d'avoir par derrière en fait le gouvernement qatari en faisant du piratage, notamment la fameuse affaire Be In Sport, Be Out Q, qui a pas mal fait parler entre 2017 et 2019, et qui fait que en gros, l'Arabie Saoudite, si tu veux, essayer de reprendre de l'influence au Qatar, qui était devenue un peu trop importante à son goût. Et c'est vrai que ce projet-là, en fait, c'est assez drôle que finalement il va se concrétiser, alors que on a connu, si tu veux, je pense une décennie un peu plus compliquée dans les relations diplomatiques, puis le cadre géopolitique structurant en fait du Golfe. Exact, puis tu sais, je pense que c'est quand même assez important de le mentionner. C'est sûr que ces pays-là ont une croissance là, assez notoire, là, avec la richesse qui a pu découler là, du pétrole, bien évidemment, mais ça forge pas nécessairement des coalitions intéressantes. C'est pas parce que tout le monde s'enrichit au même rythme, ou du moins en même temps, que forcément les relations sont bonnes. Ce qu'il faut noter également, là, c'est ce qui je trouve vraiment intéressant dans le projet, puis je te l'ai mentionné au préalable, là. C'est certain que l'évolution du projet depuis 2009 bon, a des hauts et des bas, et on l'a dit, il y a des dépassements de coûts, il y a des dépassements de délais, ce qui est en fait souvent le cas. On s'entend dans la majorité des projets d'infrastructure, autres qu'en Chine, qu'on dirait que s'ils disent qu'ils construisent un gratte-ciel en 2 semaines, c'est construit en 2 semaines, on n'en parle plus. Mais ce que je trouve intéressant, c'était tout est fonction du prix de l'essence. Et on a volontairement décidé dans les dernières semaines de ne pas trop en parler, parce que c'est un sujet qui parfois peut virer un peu trop sur, comme tu disais si bien Gab, là, le prix à la pompe a augmenté, et puis c'est un sujet qui pouvait facilement tomber dans le concept un petit peu minimalisme, et de passer au-delà de beaucoup de détails intéressants. Mais ce qui est intéressant, sachez-le, c'est les cours du pétrole ont eu un impact significatif sur la capacité de ces pays-là de pouvoir continuer à mettre en branle le projet, parce que l'ensemble des segments des différents pays qui sont faits sont développés bien évidemment, par des compagnies ferroviaires qui ont été fondées pour ce projet-là, mais qui sont aussi liées aux États. T'sais, on s'entend, je vous donne les noms, là. Je pense que si je me trompe pas, c'est Qatar Rail qui fait au Qatar, c'est Oman Rail qui fait en Oman, c'est Etihad Rail qui fait aux Émirats Arabes Unis, c'est Saudi Railway Company qui fait à Saudi en Arabie Saoudite. Donc ça vous donne une idée que la capacité de ces États-là d'obtenir du cash en grande partie d'une année à l'autre est directement imbriquée avec le prix du pétrole, et les différentes phases de développement qui sont de plus en plus coûteuses, mais ils peuvent pas non plus imprimer du cash, là. Donc c'est certain que ça a eu un impact significatif. L'autre point que je trouvais super intéressant, et c'est ce que je t'ai mentionné également, lorsque ça a été mis en place lors du 30e sommet, si je ne me trompe pas, là, du CCG, le plan était quand même assez clair, et il est toujours défini ainsi que les coûts totaux du projet vont être répartis entre les 6 nations qui vont en bénéficier et qui sont membres du CCG en fonction du pourcentage de kilomètres de rails qu'il y a sur le territoire. Puis je trouve que on s'entend, un partenariat entre pays, là, souvent, ça peut être plus difficile à définir qui va avoir des coûts, surtout dans les contextes de dépassement. Je vous dis pas que c'est nécessairement facile et que tout s'est bien passé et qu'il n'y a pas de débats qui vont se passer lorsque ça va être temps de payer ou de regarder la facture totale, mais de dire on se fie sur le rail que vous avez, chaque centimètre, chaque mètre de rail, chaque kilomètre de rail que vous avez sur votre territoire, vous payez pour, et on répartit comme ça, ce qui fait en sorte géographiquement, en fait, l'Arabie Saoudite, avec la grosseur du pays, et les Émirats Arabes Unis, pardon, vont avoir aussi beaucoup de rails sur leur territoire. Mais c'est encore une fois en proportion, et je trouve que c'est une entente qui est probablement des plus louables, à mon avis, pour un projet d'infrastructure entre plusieurs pays. On s'entend qu'on aurait fait un rail qui serait parti de Mexico par Washington et par Ottawa, par exemple, en Amérique du Nord, puis on aurait eu des débats, c'est autant avec Trump et Biden, on s'entend, là, qui sont tellement pro-Amérique que finalement ça aurait été le Mexique qui aurait payé pour le rail de tout le monde, comme le fameux mur. Donc c'est ce que je trouve un peu intéressant, de voir que, comme tu l'as dit, malgré les tensions géopolitiques, malgré le fait que ça fait des années, c'était en 2009 quand même, il y a quand même une entente sur ce projet-là, et on voit que l'intérêt au cœur de ce projet-là est tellement significatif pour l'ensemble de ces pays-là qu'il y a un certain pacifisme qui est mis en place dans leurs relations pour que ça puisse être mis en place, justement, comme tu l'as dit, Gab. Beaucoup d'intérêts géopolitiques et même social. Le déplacement des personnes entre les nations, là, ils n'ont pas besoin de visa, si je ne me trompe pas, pour passer d'un pays du GCC à l'autre, mais ils n'ont pas la capacité forcément de le faire à faible coût. Alors que là, on a quelque chose qui va être générationnel. C'est bien quelque chose qui reste. On s'entend, c'est les trains. On peut encore voir tu fais un tour
en France. Puis je veux dire, t'as encore des trains, des rails de train qui ont été utilisés dans les guerres mondiales, par exemple. Donc ça montre quand même la signification d'un train par rapport à du bon vieux bitume. Et ça, d'ailleurs, je passe un mot rapide là-dessus pour dire que oui, effectivement, les routes sont peut-être moins permanentes. Petit mot d'ailleurs sur peut-être les personnes qui nous écoutent là, de la Colombie-Britannique. Là, il y a eu des inondations quand même assez significatives et le réseau routier a été absolument détruit, mais juste un petit mot quand même pour le mentionner, là, qu'il y a eu des gros problématiques et que le rail est une méthode simple, efficace et permanente, je l'ai dit au tout début, pour se déplacer. Je sais pas, Gab, c'est un petit point là, pour conclure le sujet. Je veux juste ajouter quelques points, je dirais, sur ce que tu as dit, JP. Mais je pense qu'on aura fait un peu le tour de ce projet qui, je pense, est quand même structurant, en fait. C'est vraiment ça que je trouve pertinent avec l'infrastructure, de manière générale. C'est que c'est quelque chose de structurant et quelque chose qui a effectivement un impact euh, sur des générations futures. Je trouve qu'on était dans une génération, si tu veux, où on a très peu mis d'argent en fait sur des infrastructures structurantes. Tu vois, les réseaux autoroutiers qu'on connaît aujourd'hui, en fait, dans la plupart des pays occidentaux, et ben, en fait, ils datent des années 80, en fait, des années voire même avant. Tu veux, la plupart des autoroutes, par exemple, je sais qu'au Québec, c'est le cas, c'est date des années 60 et des années 70. Euh, Par exemple, aux États-Unis, bah, c'est juste après la guerre, en fait, dans les années 50, avec le réseau des Interstate. Mais le rail, si tu veux, est quelque chose qui est très vieux, en fait. On a très peu construit de lignes de train importantes, en fait, pendant des années et des années, en fait. Et tu vois, le rail a été un vecteur de développement, par exemple, dans l'ouest des États-Unis. Tu sais, c'est vraiment le cœur de la conquête de l'ouest, hein, le développement du cheval de fer, comme on l'appelait. Euh, et pourtant, en fait, on a arrêté, si tu veux, la construction de lignes de train. Même pire que ça, on en a plus fermé qu'autre chose. Ou soit on les a convertis, par exemple aux États-Unis, on les a beaucoup plus convertis, si tu veux, pour du fret, en fait, au lieu de faire du transport de passagers. Donc, c'est vrai que c'est dans l'argument, si tu veux, du Gulf Highway aussi, ce serait de faire, par exemple, du transport de marchandises qui aujourd'hui, effectivement, repose essentiellement, si tu veux, sur la voiture. Alors, c'est vrai que et là, c'est mon deuxième point. Je ne pense pas que le Qatari moyen, enfin, en tout cas, qui aura déjà les sous, si tu veux, de pouvoir prendre un billet de train, parce que tu le sais, le Qatar, c'est où, par exemple, les Émirats Arabes Unis, c'est un pays qui est très riche, mais il y a des disparités de revenus qui sont énormes. Tu as entendu parler probablement pour la Coupe du Monde là, qui se prépare dans Ouais, 2 ans, ouais. si je m'abuse. Tu as des conditions de travail et puis des salaires qui sont misérables pour les employés qui travaillent là-bas, qui construisent les stades à des coûts faramineux. Alors que, donc, si tu veux, tu as les princes qui sont dans leur château à profiter de la vie, si tu À veux. compter leur Lamborghini. Et voilà, j'en viens à mon troisième point. Je pense que l'émirati moyen, si tu veux, préférera entre nations se déplacer beaucoup plus en Lamborghini bien pétrolière, bien polluante. Au passant, d'ailleurs, le train en lui-même, c'est un train pas électrifié, c'est un train diesel aussi, Mhm. hein, ce qui est assez courant, si tu veux, pour pour des trains de marchandises, en fait. Puis les trains, comment dire, en tout cas sur cette ligne-là, le coût de l'électrification serait effectivement très élevé, évidemment, là, ce qui ferait Exact, exploser les coûts. Ouais, mais concernant les zones assez loin où il faut se rendre, c'est sûr que de mettre de l'électricité, déjà qu'ils n'ont pas non plus des capacités électriques des plus notoires et en fait, ils n'ont pas d'énergie forcément renouvelable. Puis dernier point, puis après je te promets, je rends l'antenne. Euh, c'est vrai qu'on a mentionné effectivement que ils mettaient beaucoup d'argent, si tu veux, dans l'infrastructure. Oui, c'est parce qu'ils ont la capacité de le faire. Quand tu as un baril, effectivement, à 75 dollars, puis là, bon, en moyenne, après, on exagère un peu parce que c'est vrai qu'il a été pas mal perturbé, le crude oil. Donc, moi, c'est sûr que je regarde le WTI, hein, si tu veux, pour prendre des décisions plus, comment dire, pour regarder un peu l'état, là. Mais Absolument, ton le, Texas natal. le- t'es atroce. Mais non, et le WTI, c'est vrai que d'ailleurs, ça vient de l'Oklahoma, d'ailleurs, en passant, le WTI, donc petite pique. Euh, mais ce dernier, si tu veux, a pas mal fluctué dans le temps. On a connu, par exemple,
durant la crise de 2008 des cours aux alentours des 130 dollars le baril, c'était assez important. Mais on a connu des creux, par exemple. Je pense que la crise Covid, c'est le meilleur exemple. On avait des prix négatifs, voire après, si tu veux, la crise de 2009, 2008-2009, où on avait des cours qui étaient aux alentours des 30 dollars de baril et qui faisaient plus de sens, si tu veux. Tu vendais du pétrole à perte, si tu veux, au niveau des coûts de production et du drill. Donc je pense, un résumé assez intéressant, si tu veux, sur les perspectives géopolitiques, en fait, cette Gulf Highway, justement, de cette région passionnante, mais aussi si complexe qu'est le Moyen-Orient, euh, parce que on n'en entendra pas jamais parler. Allez, dernière anecdote, et après, je te promets, j'arrête. Mhm. C'est quand même triste de voir que le seul pays du Golfe qui n'est pas membre du Conseil de coopération du Golfe, qui est le Yémen, évidemment, n'aura aucun kilomètre, évidemment, qui y sont attendés. C'est sûr que je pense que le climat géopolitique n'est pas, et même politique intérieure, n'est pas propice, si tu veux, Ouais. pour Non, ça. effectivement. Ben, en fait, c'est vrai que c'est un point, c'est que tu veux que le train fonctionne, tu veux pas que le train soit bloqué par X, Y raison autre que le fait qu'il manque de diesel. Bon point. Donc, c'est ce qui fait le tour là, de notre premier segment. Donc, passons maintenant, je pense, sans plus tarder, là, au deuxième, le Au son de la cloche. Parfait. Donc, sujet proposé par Gab. On veut tomber dans le vif du sujet là, de la compagnie Shell, qui, pour nos auditeurs français, là, va être intéressant. Encore une fois, c'est un petit peu un clash entre, enfin, un autre pays que la France et le Royaume-Uni. On vous parlera pas de pêcherie cette fois-ci. Et, en fait, c'est un petit peu une dérivée là, des impacts du Brexit. C'est intéressant de le voir. Là. Encore une fois, on n'a jamais parlé de poisson entre la France et la Grande-Bretagne, comme on dit, ou le Royaume-Uni, bien évidemment. Mais c'est un autre débat là, qui s'est développé entre les Pays-Bas et le Royaume-Uni sur la décision de Shell qui, du moins, c'est pas encore réglé. Ça, tu me le confirmeras, Gab, vu que tu as plus d'informations là-dessus, là, mais c'est une mention, du moins, et en fait presque une certitude qu'ils veulent transférer leur résidence fiscale vers le Royaume-Uni, en départ, bien évidemment, des Pays-Bas qui, et on s'entend Shell, de par son nom Royal Dutch Shell, était une présence depuis plus d'un siècle, je crois, là, au Royaume-Uni, pas au Royaume-Uni, pardon, aux Pays-Bas. C'est également un certain symbole. On parlait souvent de fleurons au Québec avec beaucoup de dérision. Tu le mentionnais, Gab, que moi je nommais après chaque compagnie que je trouvais qu'on avait fait quelque chose d'intéressant dans le passé comme étant un fleuron. C'est un peu ça. Quand on pense à une compagnie d'envergure qui a beaucoup d'emplois, encore une fois, basée aux Pays-Bas, c'est bien Shell. Donc cette décision-là est quand même assez significative. Et c'est quelque chose qui pourrait faire perdre, bien évidemment, de par le fait que c'est une résidence fiscale, ben, les pertes de revenus fiscaux, bien évidemment, vont être quand même significatives. On parle de milliards d'euros chaque année pour le gouvernement des Pays-Bas. Donc, il y a quand même un bon clash qui s'est développé, là, quelque chose. En fait, je te lance la balle par la suite, là, mais la prémisse initiale du Brexit était quand même de rendre l'Europe et, d'une certaine manière, la Grande-Bretagne plus forte. Les Pays-Bas auraient dû en ressortir gagnants d'une certaine manière et non pas perdre une de leurs compagnies d'envergure vers un pays qui ne fait plus partie officiellement de l'Union européenne. Donc c'est un petit peu là la particularité et tout le doute. Il y a aussi beaucoup de remises en question et ça, on n'embarquera peut-être pas dans le côté politique, là, mais le gouvernement en place a eu quand même beaucoup d'échecs. Sur différentes tentatives là, de donner des allègements fiscaux aux grandes corporations comme Shell, d'éviter qu'il y ait des restrictions environnementales qui soient appliquées au final. Tout est tombé. T'sais. Il y a des restrictions environnementales qui ont été annoncées aux Pays-Bas et il y a des politiques fiscales un peu plus contraignantes ou non pas favorables qui ont été mises en place. Donc tout pour frustrer des compagnies comme Shell au final et justifier leur volonté de dire ben, écoutez, nous on change notre adresse fiscale, on met à la limite une bonne vieille boîte postale en banlieue de Londres et puis merci, bonsoir, on peut continuer. Là. Donc c'est là la particularité un petit peu embêtante de cette décision-là. Et aussi de cette perte de fleurons, entre guillemets, ce que je hais également lorsque ça nous arrive au Québec. Donc je ne peux pas, je passe la parole là-dessus, là, mais pour une fois on parle d'une relation autre qu'effectivement ce qui se passe en France et au Royaume-Uni, on va parler un petit peu des Pays-Bas. Ouais, c'est vrai que ce genre de situation, c'est pas la première fois qu'on le voit. Euh, Tu vois, par exemple, bon, on a fait la blague à aparté, mais c'est vrai que Bombardier, ils ont plus vraiment de siège, hein, mais, enfin, tu vois. En fait, ils ne pourraient pas en avoir nulle part, techniquement, avec le fait que ça se passe pas très bien. C'est un contre un, là, donc, en tout cas.
Mais En fait, il essaie de convaincre un pays de mettre leur résidence fiscale. C'est plus ça, c'est le plus problème ça, ouais. présentement. Tu sais, quand t'as plus de siège social, c'est un autre problème. Enfin, blague à part, hein, on va pas rire évidemment de ça, mais Royal Dutch Shell, c'est vrai que c'est une compagnie qui est ancestrale en fait, qui, là, je pense, c'était le début en fait du XXe siècle en fait, puisque c'était la fusion entre la Royal Dutch, donc qui était la compagnie royale néerlandaise évidemment de production de pétrole, et la compagnie Shell, donc qui était basée en Angleterre à l'époque. Exact. 1907 pour être exact. Et le tout début, initialement, la première compagnie, c'était en 1890, qui avait comme but, et ça on retourne dans les années, là, mais d'aller exploiter le pétrole dans les Indes néerlandaises, ce qui était l'Indonésie. Ah, Donc, petite ah. prémisse. Donc, 1890, c'est fusion, tu le dis, avec la compagnie britannique en 1907 pour faire concurrence à la bonne vieille Standard Oil américaine. Oui, qui n'existe plus en fait, qui est la Standard Oil en fait, qui était l'empire qui avait été créé en fait par les Rockefeller en fait, donc qui était la plus grande compagnie. Et puis d'ailleurs, c'était l'homme, je pense, l'homme le plus riche de tous les temps en fait, les Rockefeller. Euh, Même si bon, cet empire-là a été démantelé aujourd'hui, en fait, il en reste, si tu veux, des comment dire, des petits fragments, hein, comme Chevron. Je sais que ça, et ExxonMobil sont deux anciennes compagnies qui ont été en fait, qui sont venues à l'origine de la Standard Oil. Donc, bref, on pourrait en parler pendant des heures encore une fois là, mais d'ailleurs c'est assez drôle qu'on fait deux sujets un peu en lien avec l'industrie du pétrole de manière plus large, hein, même si bon, on associe souvent golf à pétrole assez facilement là, mais euh, bon, c'est vrai que la décision là est très controversée évidemment, puisque bon, le move est essentiellement de faire gagner de l'argent, si tu veux, aux actionnaires, donc c'est-à-dire économiser de l'impôt sur les sociétés. C'est vrai que le climat fiscal depuis quelques années, si tu veux, au royaume des Pays-Bas, en fait, commence à devenir moins intéressant, si tu veux, pour les entreprises. On sait que la plupart des entreprises, c'est un des cas, euh, une des incorporations les plus souples en Europe versus par exemple la France. Et c'est vrai que le Pays-Bas a été utilisé même par beaucoup de sociétés, par exemple, pour transférer des revenus de propriété intellectuelle. Je pense qu'on en avait fait d'ailleurs un épisode il y a pas si longtemps que ça, où je vous expliquais ce truc-là qui s'appelle le Delaware Loophole, mais qui est la même chose aux Pays-Bas. C'est-à-dire, tu as une société, par exemple, en Europe, par exemple en France, exemple Starbucks, je pense que c'est le meilleur exemple. Ben, Starbucks France va générer zéro bénéfice parce qu'elle va te dire, ça, je coûte la marque Starbucks me coûte de l'argent et cette marque appartient à Starbucks Pays-Bas et cette société aux Pays-Bas, elle ne gagne pas, n'a pas à être taxée sur les revenus en fait de propriété intellectuelle. Donc c'est une façon en fait de d'économiser de la balance fiscale. Après, c'est vrai que ça vient dans l'espèce de grand move post-Brexit, si tu veux, qui est pour le gouvernement britannique d'essayer de sauver le plus les meubles, d'essayer de ramener des entreprises. On sait qu'il y a pas mal d'entreprises qui, au contraire, ont fait le move contraire de quitter le Royaume-Uni justement pour aller s'installer, par exemple, en France ou en Allemagne. C'est le cas, par exemple, dans le système bancaire. Donc, je sais que c'était Bank of America, par exemple, qui a complètement déplacé ses activités qui étaient basées à Londres, même si je pense qu'il reste encore quelques équipes là-bas, mais des effectifs beaucoup plus limités vers la capitale française. Donc c'est un jeu, comment dire, un peu dangereux en fait entre justement Royaume-Uni, euh, Union européenne, de savoir comment on va aujourd'hui organiser, si tu veux, les différentes activités. Il y a ce jeu en fait de tango qui se fait en fait entre le continent, le vieux continent et le Royaume-Uni, justement sur les flux de capitaux. Et ça peut et je pense que ça va créer beaucoup d'incertitudes, hein, surtout pour le Pays-Bas qui, pour le coup, perd une de ses plus grosses compagnies. Je sais que c'est une des 10 plus grandes compagnies au monde en termes d'employés, donc c'est pas négligeable. Après, c'est vrai que ça fait les titres aujourd'hui, mais est-ce que réellement ça va avoir un impact? On ne le saura pas avant plusieurs années, là. Ouais, exact. Puis, tu sais, je pense que c'est un peu le débat. Tu sais, c'est le débat constant entre justement les charges fiscales, par exemple, d'une corporation. Et tu l'as bien dit, c'est le point clé. Et c'est souvent un point qui va amener ces décisions-là euh, tu sais, à être vu comme étant. Tu sais, qu'on va juger que c'est correct, dans le sens où, comme tu l'as dit, ben,
la corporation doit faire des revenus ou doit optimiser les revenus ou les retours pour les investisseurs et le fait de payer moins de charges fiscales en étant enregistré dans un pays, et il faut quand même le mentionner, présentement, Shell est enregistré en Grande-Bretagne. Leur résidence fiscale était aux Pays-Bas, mais techniquement, ils ont déjà une présence. C'est pas comme s'ils partaient de nulle part puis Shell décidait, ok, on s'enregistre au Canada. Donc c'est quelque chose qui est quand même. Il y a déjà une trame. C'était le cas aussi avec Unilever qui avait un petit peu la même genre de situation également, avec un pont un petit peu entre les Pays-Bas et la Grande-Bretagne. Ce qui est intéressant, et ça tu l'as dit, c'est ça, tout est justifiable parce que est-ce qu'ils ont le droit de faire cette démarche-là? Oui. Est-ce que le fait d'obtenir des gains optimisés pour les actionnaires est correct? Ben absolument, selon la conformité et selon le rôle du PDG et selon le rôle du board qui doit également l'assurer, ben c'est quelque chose qui fonctionne. Encore une fois, c'est souvent ça. Par contre, c'est les fondements financiers ne sont peut-être pas forcément des trucs qui sont avantageux pour la société. Les deux points qui sont intéressants, et tu l'as soulevé pour le premier, qui est bien évidemment la logique du fleuron et la logique des revenus fiscaux là, pour les Pays-Bas. C'est certain que ça peut être quand même assez affecté parce que ce pays-là, de par sa taille également, n'a pas à peu près 15 grandes corporations sur l'échiquier mondial. Shell était à l'envergure nationale, on va se le dire. Et l'autre point, il faut également le mentionner, c'est qu'il y a quand même plusieurs milliers d'emplois pour Shell, même si c'est pas forcément là qu'ils vont faire leur exploitation, bien évidemment, mais il y a quand même plusieurs milliers d'emplois qui vont se retrouver au niveau du Pays-Bas, qui, selon ce qui est mentionné, selon ce qu'on peut lire dans les journaux, justement, ne sont pas à risque, mais forcément, encore une fois, la question peut se poser quand on parle d'une compagnie qui essaie de faire des économies de coûts. Fait que ces deux points-là sont quand même clés. Moi également, mon avis, ce que je trouve triste, c'est ça, je lance la balle encore une fois, on n'a pas besoin d'aller plus loin sur le sujet, mais c'est certain que le fait que Shell tente de manœuvrer leur résidence fiscale pour faire des gains, je trouve que ça défait un petit peu le but initial qui est de dire, ben Shell devrait essayer de transiter le type d'énergie qu'ils vont exploiter. Ça, c'est mon avis personnel. Je considère que le fait de changer de résidence fiscale, mais de continuer à maximiser les exploitations de pétrole, c'est certain que peut-être que peut-être que la pérennité de l'optimisation des retours pour les actionnaires dans le temps n'est peut-être pas sur la résidence fiscale, mais plus sur est-ce que Shell peut aller chercher du cash de d'autres types de ressources qui sont davantage renouvelables. Donc ça, c'est mon avis. C'est une action qui est très court terme, qui est louable, encore une fois, selon les fondements financiers, selon les fondements d'une compagnie listée. Mais sur le long terme, je trouve que c'est pas quelque chose qui change forcément grand-chose. Plus l'attention devrait être mise effectivement sur les opérations même de Shell pour assurer effectivement qu'il y a des revenus stables et même des revenus en croissance dans le temps. Mais bon, comme je dis, c'est les joies et c'est le grand clash entre la politique et les corporations également. Là, Shell n'était pas content des politiques qui ont été mises en place au niveau des Pays-Bas et l'action est rapide de dire soit vous décidez de mettre en place des politiques favorables ou bien on s'en va. Et puis c'est souvent ça qui se passe. Ouais, et puis c'est tout l'impact du lobbying, tu l'as bien dit, JP, qui, je pense, qui joue contre en fait la Royal Dutch Shell, en tout cas dans son cadre aux Pays-Bas. Là, donc, on rappelle, je crois que c'était plus de 8000 employés là quand même qui sont 8500, ouais. Tu vois, qui vont être affectés. Mais le Pays-Bas étant un pays aussi particulièrement attaché aussi aux valeurs écologistes, je dois t'avouer, j'y ai jamais foutu les pieds, je vais être très transparent avec toi. Je pense que pour le coup, tu me bats là-dessus. Là, ouais, absolument, j'ai mis les pieds. Il y a 2 contre 1. Amsterdam, ouais. Comme tout touriste, si tu veux, t'es allé au coffee shop, etc. Enfin, on le détaillera pas. J'apprécie l'architecture et les bateaux-mouches. Et le Pays-Bas, si tu veux, est un pays, si tu veux, qui est particulièrement quand même intéressant, très intégré quand même d'un point de vue économique, si tu veux, avec le reste de l'Europe. Donc je pense qu'il a énormément d'atouts encore une fois. Par exemple, le port d'Anvers, je sais que c'est le plus gros d'Europe. Là, donc, pardon, c'est pas Anvers, c'est Rotterdam. Et Anvers, c'est en Belgique pour le coup. Tu vois, là, ça va mal. Après, il faut se rappeler aussi que Royal Dutch Shell, c'est pas la première fois aussi qu'ils font des moves un peu avec le Royaume-Uni. Ils étaient déjà incorporés là-bas. On rappelle pour nos auditeurs, je pense qu'on pourra terminer là-dessus, l'incorporation, c'est la loi constitutive en fait qui crée une entreprise. C'est sous quel socle juridique que l'entreprise elle est reconnue, et c'était une société de droit britannique, donc elle a été reconnue, si tu veux, en tant que société britannique d'abord, même si son siège social, donc la majorité de ses opérations de sa société mère, était au royaume des Pays-Bas. Là c'est un peu ça va tout changer, mais bon,
Est-ce que dans combien de temps on va parler effectivement de ce changement-là? Est-ce qu'il ne va pas y avoir des sanctions aussi du gouvernement hollandais pour pénaliser, si tu veux, Shell? Euh, Est-ce qu'il va y avoir aussi une imposition aussi sur les gaz à effet de serre? On sait que les taxes carbone, on entend de plus en plus parler, c'était quelque chose qui faisait très peur au gouvernement, en tout cas à la Royal Dutch Shell, pardon. Le fait d'être taxé sur ta production carbone, c'est quelque chose que l'Europe, je pense, dans les prochaines années, va bouger et puis va mettre un peu plus d'emphase. Donc, c'est un cadre juridique qui faisait trop peur, je pense, à l'heure où on se parle et ce qui a, je pense, motivé pas mal, en tout cas, les décideurs, les gouvernants de Shell d'aller de l'autre côté de la Manche. Mais bon, on en reparlera, je pense, dans un autre épisode parce que c'est vrai qu'on n'a pas encore toutes les informations, c'est encore à l'étape de projet. Mais je voulais en parler parce que je trouve ça intéressant. On parle un petit peu de fiscalité internationale, tu vois, Effectivement, ce qui est plus rare, c'est ce qu'on essaie de faire. Effectivement, on n'a pas un segment dédié là, à la fiscalité, mais ça rajoute un petit peu quand même à notre bon vieux épisode sur le pétrole, les trains et les ports, qui était relativement le sommaire de ce qu'on vient de vous parler aujourd'hui. Bien évidemment, là, pour conclure le tout, je te passe la parole dans quelques minutes, là, mais à nouveau, merci pour vos écoutes. Toujours, là, c'est très apprécié, c'est très constant et ça, on l'apprécie énormément. Je le mentionne et tu vas probablement le mentionner à nouveau, là, mais n'hésitez pas, comme je l'ai dit au tout début, à nous proposer des sujets qui vous intéresseraient. Comme vous le voyez avec le petit débat que j'ai dit en tout début avec Gab, là, on a bien des sujets sur la planche et on détermine à chaque fois avant de commencer lesquels sont les plus favorables. Donc n'hésitez pas à nous en proposer, on pourra les mettre dans nos discussions préalables aux épisodes, mais c'est toujours très apprécié d'avoir vos propositions. Donc je te laisse Gab faire le mot de la fin comme toujours. Oui, bah n'oubliez pas évidemment de partager le podcast si vous a plu sur vos réseaux sociaux, à liker la vidéo sur YouTube et à mettre un petit commentaire. C'est d'ailleurs la meilleure façon de nous contacter. Vous allez voir, je pense que je l'avais vu dans les épisodes précédents, on répond, je pense, à tous les commentaires. Puis n'oubliez pas évidemment sur les plateformes audio, on est disponible sur Spotify, Apple Podcast, Overcast, Google Podcast. Maintenant, je sais que vous pouvez même vous abonner, donc mettre la petite cloche pour les notifications dès qu'il y a un nouvel épisode qui sort. Je sais parce que moi-même, je reçois, là, je suis assez impressionné. Souvent, 5 minutes après que je publie l'épisode, je vois la petite notification, donc je suis bien content. Et C'est bien, hein. Il y a beaucoup de progrès, ça d'ailleurs, petite mention, il y a beaucoup de progrès au niveau des plateformes de podcasts. On doit dire depuis qu'on a parti le podcast à l'été 2020, là, ça fait déjà 1 an et demi, mais on a vu le progrès au niveau justement de la capacité de pouvoir suivre un podcast par rapport à avant où il fallait être très volontaire dans le but de trouver les nouveaux épisodes, même si nous c'est quand même assez simple à chaque lundi, là. Mais il y a quand même plus de complications maintenant, c'est très bien fait, je dois dire, et ça s'améliore. Donc, très bonne nouvelle pour les personnes qui écoutent des podcasts et on en fait partie, j'en écoute abondamment. ouais, c'est vrai qu'en tout cas sur Spotify, qui est quand même, je pense, avec Apple Podcast, notre plateforme qui est la préférée parmi nos auditeurs, on voit qu'en tout cas l'interface est bien. Enfin, en tout cas, si jamais vous avez des suggestions aussi à faire, vous l'avez, JP l'a bien dit aussi, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, puis on s'ajustera. Je sais que même, vous voyez, les commentaires, par exemple, que vous mettez sur Apple Podcast, je peux les recevoir aussi. Donc, sachez qu'ils ont été pris en compte et il y en a je pense qu'il y avait un de nos auditeurs qui avait dit que j'avais parfois des tocs, vous m'excuserez évidemment, puis j'essaye vraiment de m'appliquer pour éviter en tout cas de faire des erreurs. En tout cas, moi, je vous souhaite une très bonne semaine, puis merci à tous. Bonne semaine à toi. Salut!